Je vais lui demander de me rejoindre. C'est un témoignage vraiment précieux qu'on a pour terminer cette matinée, sans doute le plus éclairant en ce qui concerne l'urgence d'agir au sein des institutions. Et je sais que le ministre Adrien Taquet sera particulièrement à l'écoute de ton intervention. Bonjour Carmen. Tu as 18 ans et tu vas prendre la parole. Tu appartiens à l'association Grandir dignement, qui, je le rappelle, accompagne les mineurs qui sont confrontés à la justice. Je te laisse démarrer. Prends tout le temps de dire ce que tu as à nous dire, parce que c'est ton expérience qu'on veut entendre, et ce que tu as à demander directement à M. Taquet, qui viendra te répondre, est important. Alors, on t'écoute. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Carmen, j'ai 18 ans, mais j'ai participé à la consultation de la défenseure des droits de l'enfant en étant mineure. Ayant été victime de maltraitance, j'ai été placée en foyer depuis mes 12 ans. Durant mon placement, j'ai été victime de violences par le veilleur de nuit de mon foyer. Il rentrait dans ma chambre le matin, demandait à la fille partageant ma chambre de partir, puis me frappait. Dans l'association Grandir dignement, lorsqu'on a parlé des violences dans les institutions, la plupart des jeunes qui ont été placés ont dit avoir subi ou été témoins de violences. L'un d'eux a parlé d'une famille d'accueil dans laquelle il avait été placé de ses 8 à 13 ans. Le père de la famille l'avait déscolarisé pour l'exploiter à la ferme. Il le frappait souvent, l'insultait et l'humiliait beaucoup. Il lui arrivait de lui plonger la tête dans une bassine d'eau glacée et ça le faisait rire. Des contrôles avaient pourtant été opérés. Une assistante sociale est venue plusieurs fois, mais elle n'a jamais pris la peine de prendre le jeune à part pour lui parler. Elle s'est toujours fondée sur les paroles du père de famille qui disait que tout se passait très bien et le jeune était obligé de se soumettre par peur des représailles. La CIDE contient un droit à la protection selon lequel l'État doit protéger les enfants. Elle dit aussi qu'un contrôle approprié doit être opéré dans les institutions, assurant la protection des enfants. Pourtant, certains enfants, comme moi, sont placés en foyer ou en famille d'accueil pour être protégés de maltraitance, mais nous en subissons également en foyer par le personnel ou en famille d'accueil. Comment expliquez-vous que cela arrive encore aujourd'hui malgré l'obligation de contrôle de ces institutions ? Que pourriez-vous faire pour changer cela et éviter davantage de traumatisme à ces enfants ? Merci Carmen, merci pour cette prise de parole. Je vais demander au secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance de venir te répondre. Tu peux t'asseoir si tu veux, si tu préfères, comme tu veux. Merci d'avoir partagé à la fois ton parcours et de donner aussi à comprendre les expériences de tes amis, dont celles que tu relates. Monsieur le ministre, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. C'est aujourd'hui d'ailleurs que vous dévoilez votre grand plan de lutte contre les violences faites aux enfants, donc ça prend tout son sens. Juste pour rebondir très très vite sur la question du contrôle des institutions, ce qui nous surprend dans la prise de parole de Carmen, c'est de dire qu'il n'y a pas de contrôle inopiné, que les contrôles sont souvent annoncés dans les foyers, dans les familles d'accueil. Mais un contrôle annoncé, évidemment, n'arrivera jamais à faire parler à un enfant ou à constater une défaillance. Et comment on peut changer sur ce point-là ? En changeant ce type de pratique, mais si vous me permettez, et je vais répondre à votre question et surtout au témoignage et aux questions de Carmen, et je voulais vous remercier et vous féliciter pour le témoignage qu'il vaut, parce que c'est pas simple de parler de ces choses-là, et surtout devant autant de monde dans une salle comme celle-ci. Il y a un droit sans lequel tous les autres droits ne peuvent pas être appliqués, ne valent rien. C'est le droit d'être protégé, tu l'as évoqué, c'est le droit d'être en sécurité. On sait, les neurosciences, la recherche nous ont dit que les enfants ont besoin, pour se développer, pour bénéficier des autres droits, d'une sécurité, qu'elle soit affective, mais aussi une sécurité matérielle, physique. Et sans ce droit-là, tous les autres droits, on peut les oublier. Il y a une conférence qu'on appelle une conférence de consensus, des gens très sérieux qui ont prouvé ça, qui avait été menée par le docteur Martin Blachet il y a de cela 2 ans, en disant voilà, le droit fondamental, c'est le droit à la sécurité affective et matérielle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, aujourd'hui, en ce jour-là, présenter un plan de lutte contre les violences faites aux enfants.
Et il y a notamment la question des violences en institution que tu évoques et qui a été l'objet du rapport cette année du Défenseur des droits. Et je vais y revenir. Mais avant de revenir là-dessus, si tu me permets, juste dire que ce plan, c'est pas mon plan, hein, c'est le fruit de mois de travail avec des associations, avec des professionnels, en rencontrant des enfants victimes. Et ce que j'ai essayé de faire, ce qu'on a essayé de faire, c'est de partir des besoins de l'enfant. Ouais, de se dire, voilà, si les enfants osaient nous parler, comme tu l'as fait là, si on arrivait à les écouter, un peu mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous diraient? Voilà, et c'est comme ça un peu qu'on a organisé les choses. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais répondre à ta question, mais la première chose qu'ils nous diraient, c'est parlez-nous. Voilà, et c'est la question de la sensibilisation des enfants. Il faut qu'on parle davantage, me semble-t-il, aux enfants, dès le plus jeune âge, de ces questions-là. Le rapport au corps, la question du consentement. Non, il n'y a pas de petit secret entre un enfant et un adulte. Ça n'existe pas. Alors il y a des choses qui sont faites à l'école, on va essayer de faire mieux, et puis il faut qu'on investisse aussi le champ périscolaire. Alors libérer la parole, c'est important, il faut savoir l'écouter aussi. Il faut qu'on renforce les moyens du 119. 119, le numéro d'appel de l'enfance en danger. On va mettre plus de moyens pour qu'il y ait plus d'écoutants, pour que ça soit accessible aux personnes, aux enfants en situation de handicap. Sourds et malentendants, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas admissible. Il faut qu'on protège la parole de l'enfant. Toi, tu nous parles aujourd'hui, tu aurais probablement pu parler plus tôt, peut-être dans le cadre d'une procédure judiciaire. Un enfant très jeune parfois, qui a 4-5 ans, qui est victime de violences sexuelles, parfois dans un cadre familial. Il faut être capable de recueillir sa parole, accompagner l'enfant, l'aider à formuler sa parole, parce que c'est des choses très dures à dire, protéger sa parole. Il y a des choses formidables qui s'appellent les unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique, où dans un environnement sécurisé, des professionnels, des enquêteurs formés à des méthodes spécifiques vont pouvoir auditionner les enfants. Tout ça va être enregistré. Ça fera office de preuve devant les tribunaux. Comme ça, l'enfant n'aura pas à redire. Un enfant dans une procédure redit 6 ou 7 fois ce qu'il a vécu. Et on sait très bien que redire, c'est revivre. Revivre 6 ou 7 fois ce traumatisme. C'est pas possible. Et quand on voit ces unités, il y en a 58 en France, on se dit mais comment peut-il en être autrement? Et donc on va les généraliser dans l'ensemble du territoire. Et puis il faut qu'on soit en mesure de protéger les enfants partout et tout le temps. Alors, il y a les violences en institution. Juste rappeler quand même que 80% des violences faites aux enfants dans notre pays, c'est dans le cercle familial. Voilà. Et qu'il faut donc que nous soyons tous vigilants. Et rappeler aussi qu'en France aujourd'hui, il y a juste un Français sur 4 qui, face à des suspicions de violences faites sur un enfant, va appeler le 119. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes sur 4 qui vont se dire « pas mon problème, ouais, c'est de la délation ». Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'on protège les enfants. Il faut qu'on protège les enfants, donc notamment dans les institutions. Il n'est pas entendable, intelligible, audible qu'une institution comme l'école, où l'enfant est censé se développer, s'épanouir, devenir citoyen, puisse être un lieu où 700 000 de nos enfants aujourd'hui subissent du harcèlement scolaire. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Michel Blanquer, en mai dernier, a présenté un plan de lutte contre le harcèlement. Il n'est pas admissible, il n'est pas audible, entendable que des institutions qui sont censées protéger les plus vulnérables parmi nous, les enfants en situation de handicap ou les enfants de l'aide sociale à l'enfance, soient un lieu où de la violence soit possible. Violence d'adulte à enfant, c'est ce que tu évoques, violence entre enfants aussi. Et là, ça renvoie aussi à la question de la prise en charge en soins psy et somatiques des enfants, qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur. On accompagne, on prend mal en charge les enfants dans l'aide sociale à l'enfance, et c'est pour ça qu'on va essayer de rebâtir l'ensemble de la pédopsychiatrie dans notre pays pour qu'on puisse mieux accompagner les enfants, réduire le traumatisme et éviter que des situations explosives puissent arriver et puissent conduire à de la violence entre enfants. C'est un des facteurs. Et puis, il y a les institutions et ces violences d'adultes à enfants que tu évoquais. Et ça, là-dessus, le constat du défenseur des droits, on le partage, mais le temps des constats est passé, il faut maintenant des actes. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai déjà annoncé des premières choses. Il y a de cela un mois, j'ai appelé une stratégie de prévention et de protection de l'enfance, où déjà je disais que nous allions faire 2 choses.
D'une part, renforcer avec les départements, parce que tu le sais, c'est les départements qui ont la charge de la mise en œuvre de la protection de l'enfance. Nous allions renforcer et refondre toute la relation entre les départements et les associations qui gèrent les établissements, pour essayer ensemble d'avoir des taux d'encadrement normés sur l'ensemble du territoire, par exemple. Voilà, ce genre de choses, pour renforcer. Et puis tu as parlé des familles d'accueil aussi. Familles d'accueil, les assistants familiaux, familles d'accueil. On a un sujet sur les familles d'accueil d'attractivité, il y en a beaucoup. Il faut saluer l'abnégation, enfin le travail formidable qu'un grand nombre, une grande majorité d'entre elles font. Beaucoup partent à la retraite, on a un vrai problème d'attractivité de ce métier. Donc j'ai annoncé qu'on allait lancer un grand travail sur le statut des familles d'accueil. Et à cette occasion-là, ça sera l'occasion de revoir les conditions d'agrément, de s'assurer que les antécédents judiciaires de ces familles-là sont bien contrôlés, que lorsqu'il y a des déménagements, on puisse suivre ces familles-là pour s'assurer que ces déménagements ne cachent pas autre chose. Et puis aussi avoir un contrôle, une approche, un regard, un contrôle, je ne vois pas pourquoi, un contrôle, pas seulement sur la famille, mais aussi sur son entourage proche. Parce qu'on sait que c'est aussi l'entourage, parfois, qui est violent vis-à-vis de l'enfant qui est accueilli. Ça, c'est les premières choses que j'ai annoncées. Et aujourd'hui, on creuse encore un peu ce sillon, dans le plan que j'ai proposé aujourd'hui. Et j'en conclus. Il faut qu'on intervienne à 3 niveaux. Dans les établissements, d'une part, parce qu'en réalité, c'est peut-être difficile à appréhender, mais il y a énormément d'établissements, d'associations dans lesquels il n'existe pas de procédure de remontée d'incidents, où on ne définit pas la procédure, qui est responsable, quel est le retour d'expérience. Est-ce que quand il y a un incident en fonction de sa gravité, est-ce que ça remonte à un niveau territorial ou est-ce que ça remonte à la direction générale? Quel est le retour d'expérience qu'on fait? Quelles sanctions sont prises? Dans une grande majorité des établissements, ça n'existe pas. Il y a les apprentis d'Auteuil qui ont été confrontés un jour à une violence au sein d'un de leurs établissements, et ça a été pour eux un électrochoc, et ils ont mis en place ce genre de procédure, avec un observatoire des incidents qui permet de suivre et de prendre les mesures nécessaires pour y répondre. Nous voulons nous inspirer de ça et le généraliser dans l'ensemble des établissements qui accueillent des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Deuxième élément, deuxième étage de la fusée en quelque sorte, les départements. Il faut que les départements se dotent tous de plans de prévention et de gestion des risques. Alors c'est un terme un peu techno, mais c'est ce qui permet de se dire, voilà, quelle est la relation qu'on a avec nos établissements? Comment on gère la situation quand il y a justement des problèmes? Voilà. Quelle est notre politique de contrôle de ces établissements? Ça, il faut que ça soit généralisé aussi dans l'ensemble des départements. Et puis le troisième étage, c'est l'État. L'État, dans la loi, a l'obligation de contrôler des établissements dans lesquels il y a des incidents qui sont constatés. Voilà. C'est le rôle du préfet avec le président du conseil départemental, puisque c'est lui qui a la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance sur le territoire. Nous allons remobiliser les services de l'État pour que ces contrôles, quand les incidents seront mieux rencontrés, que ces contrôles soient davantage effectués. Voilà. Donc voilà quelques éléments de réponse à... Et que l'enfant puisse parler seul aussi à l'assistance sociale ou à la personne qui contrôle. Puisque souvent, et Carmen le disait, on écoute la famille. Il faudrait pouvoir, et c'est des moyens évidemment supplémentaires à consacrer parce qu'on manque de... Il y a une histoire de... Excusez-moi, je fais des bêtises. De pratiques professionnelles aussi. Oui, c'est ça. Effectivement, et j'ai envie de croire que c'est de moins en moins fréquent. Il faut des contrôles inopinés, évidemment, dans les lieux. Ça n'a pas de sens. On l'a vu, hier soir était diffusé sur France 3 ce téléfilm que vous avez peut-être vu, qui s'appelle La Maladroite, qui est cette histoire de la petite Marina, qui concentre à peu près toutes les défaillances qu'il y avait au début des années 2000 sur l'aide sociale à l'enfance. Et on voit cette travailleur sociale qui va d'une part seule, c'est-à-dire que ça repose sur une personne en l'espèce, il n'y a pas de regard pluridisciplinaire, ça a changé depuis, et qui effectivement prévient quand elles seront au domicile. Bon voilà, donc tout cela doit être revu. En réalité, les pratiques sont en train d'évoluer. C'est la loi, et je dis ça devant Laurence Rossignol qui est encore dans la salle, j'imagine, elle est là, elle lève la main, je la salue. Laurence Rossignol a porté une loi importante sur la protection de l'enfance il y a de ça 2 ans, qui a posé un certain nombre de principes, très inspirés d'ailleurs du rapport du défenseur des droits, sauf erreur, suite à l'affaire Marina. La loi, c'est bien,
Mais après, il y a les pratiques professionnelles. Voilà, il faut qu'on soit probablement plus attentif encore à ces pratiques-là, pour assurer la garantie effective des droits des enfants. Voilà. Mais en tout cas, sois convaincu que, et moi, et je fuis de partout, et l'ensemble du gouvernement sommes mobilisés pour garantir la protection des enfants. La lutte contre les violences, la sécurité des enfants, c'est une priorité pour nous tous. Mais au moins, l'essentiel a été dit. On espère que vous aurez qu'on connaîtra bientôt les moyens consacrés à cette protection de l'enfance. Et merci d'avoir été là ce matin pour répondre et à Carmen et à nous tous. Merci, Monsieur le Ministre. Oui.